Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les antennes de FIM FM Guinée sur la 95.3. Si vous venez donc de nous prendre en marche, vous êtes samedi et comme chaque samedi, quand il est 10h05 à Conakry en temps universel, vous avez rendez-vous avec le droit. Oui, ce magazine qui s'appelle Alinéa et qui rend le droit audible mais aussi accessible à chacun d'entre vous. Ce matin, Alinéa aborde un sujet vaste. Et actualité oblige, nous nous penchons donc sur la question de la détention en République de Guinée pour les personnes en conflit avec la loi. Pour en débattre, nous recevons un spécialiste en la matière. Il est avocat à la cour, maître Mamoudou Sané, avec qui nous parlerons de la garde à vue déjà à la gendarmerie au poste de police, de la détention provisoire, de la liberté sous caution, du contrôle judiciaire ou encore de la condamnation définitive. Ce seront entre autres des questions que nous passerons ici au peigne fin. Et pour l'interviewer, je suis accompagné comme chaque samedi par mes compères Ibrahim Assila à côté Radio Visio, grâce auquel vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux. Le nom c'est FIM Guinée sur Facebook, Twitter, Instagram ou même sur YouTube tout simplement. Ou vous pouvez vous rabattre sur notre site internet fimguinée.com. Je répète, www.fimguinée.com. Alors, en studio, simplement, il est avec moi, Alpha Mamoudou Diallo, notre chroniqueur. Et nous allons le découvrir tout de suite. Khalifa Doumbouya à la manette, côté technique. Alinéa, c'est parti. Alors, j'ai peur parce que chaque fois que je dois introduire cette chronique, je me trompe sur le nom de Khalifa Traoré. Tout le temps. Khalifa et Traoré, mais je ne sais pas, cela fait quasiment 6 mois que j'arrête pas de dire Doumbouya. Oui. Alors là, Khalifa, toi là, pardon. Alors, Alpha, prétoire, info, actualité des cours et tribunaux. Cette semaine, 2 affaires ont retenu votre attention. D'abord, l'affaire Global FM du côté de Mamou qui connaît un nouveau développement. Oui, c'est vrai, cette affaire a éclaté il y a de cela une dizaine de jours, on va dire. Alpha Saliou Bari, c'est le nom d'un conseiller communal à Mamou qui s'en était pris à des journalistes de la radio Global FM. Donc, il est venu carrément entrer par effraction, entre guillemets, dans le studio en pleine émission pour justement s'attaquer aux journalistes. Alors, il y avait eu une plainte déjà en bonne et due forme qui avait été déposée et donc le procès avait été même programmé pour mardi passé. Mais il se trouve que le syndicat de la presse, mais aussi les autorités religieuses et communales de Mamou s'étaient mobilisés pour tenter un peu de régler cette affaire à l'amiable. Et on était même en train de faire une lettre de désistement pour justement pouvoir régler l'affaire à l'amiable. Mais voilà, toutes les diligences allant dans ce sens n'ont pas été effectuées. Ça fait que le procureur, comme il avait déjà programmé l'audience, donc l'audience a eu lieu le mardi. Donc Alpha Saliou Bari a comparu, il a décliné son identité comme le veut la tradition. Et c'est ainsi qu'il a demander à ce qu'on lui accorde une semaine supplémentaire pour qu'il puisse préparer sa défense. Donc le dossier... On était dans une procédure de flagrance, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, flagrant délit. Donc ce qui fait que mardi à venir, donc, le procès va reprendre au tribunal de première instance de Mamou. Quel est votre sentiment quant à l'action du syndicat, un syndicat quand même de la presse, qui veut passer un accord quand un citoyen, il aurait pu être un terroriste, il aurait pu être un homme sous l'influence de l'alcool, il aurait pu être un malfrat, vient, passe toutes les barrières de sécurité d'une radio, on le laisse passer justement parce qu'on pense que c'est je ne dirais pas un magistrat, mais un homme respectable de la ville. Il arrive dans les locaux de la radio avant qu'on ne se rende compte qu'il a des intentions malveillantes. Il s'introduit en direct dans un studio radio et crée grabuge. Et pendant ce temps, vous dites bien, le syndicat, la notabilité demande à ce qu'on laisse tomber cette affaire. Quel est votre sentiment en tant que journaliste? Comment est-ce que vous vous sentiriez dans un pareil studio à l'avenir? Oui, puisque n'importe qui peut venir désormais entrer dans votre studio. Oui, c'est vrai. Il est vrai que c'est un problème, il faut le dire comme ça. Et voilà, mais je pense qu'à la radio de Mamou, peut-être qu'ils ont manqué un peu de vigilance sur ce coup-là, puisque laisser quelqu'un quand même venir juste en plein studio,
Et j'avoue qu'il y a eu manquement côté sécuritaire, moi je dirais. Maintenant, quant à l'autre aspect de la question, je pense que le fait que la notabilité de Maman soit venue plaider et a pesé en faveur justement d'une volonté de régler l'affaire à l'amiable. Mais quand même, il faut beaucoup faire attention et je pense qu'il appartient aux médias quand même de renforcer la sécurité. Vous vous rappelez bien, vous vous rappelez de la raison pour laquelle il a fait cette irruption? Bon, je sais pas trop, dites-moi. Parce que simplement, d'après lui, les chroniqueurs de cette émission le diffamaient. En tout cas, ils étaient en train de critiquer la gestion de la commune et lui ne l'a pas supporté. Oui, oui. Je vais vous dire une chose. À la place de cette journaliste, personnellement, j'aurais maintenu ma plainte. Et si ma boîte s'y oppose, je poursuis également la boîte. Parce que eux-mêmes ont manqué de vigilance. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait de la sécurité. En principe, vous le savez d'ailleurs, chez nous, dès le rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas monter n'importe comment. Et les studios, c'est pour cela qu'il y a des portes sécurisées sur les studios. Mais je ne peux pas. C'est ce qui met ce pays à mal. Tout le temps. Tout le temps. Alors, laissez passer. Un jour, revenez nous dire que quelqu'un a reçu un coup de couteau dans un studio. Et j'attends le syndicaliste, personnellement, qui viendra nous dire ce jour-là, il faut poursuivre. Personnellement, si cette affaire-là n'est pas connue par la justice, je vais personnellement rendre ma carte au niveau de ce syndicat. Je vais tout simplement me désaffilier. Parce que, non, absolument. J'en ai été le premier secrétaire général adjoint. Je ne peux pas comprendre que le syndicat accepte pareille attitude. Parce que l'intégrité physique de ces journalistes-là aurait pu en souffrir beaucoup plus que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Parfois, il faut saisir des occasions pour donner l'exemple. Alors, on passe au cas donc de 5 Guinéens arrêtés au Nigeria pour trafic d'écailles de pangolin en pleine épidémie de Covid-19. Ça fait grabuge quand même. Oui, c'est vrai. Vous savez, le pangolin, c'est cette espèce d'animal qui quand même est supposé être un réservoir de ce virus voilà, qui est en train aujourd'hui de tracasser le monde entier. Donc, c'est des Guinéens, des ressortissants guinéens qui ont été arrêtés au Nigeria. Il y a de cela quelques jours, c'était le 4 août dernier. Donc, ils étaient en possession d'une très importante quantité d'écailles de pangolin et d'ivoire, d'une valeur estimée à 22,3 milliards de naira. L'unité monétaire nigériane. Donc c'est un peu avec ça ils ont été chopés par la douane nigériane et les services de douane et donc c'est des médias justement nigérians qui rapportent l'information. Alors ils devaient être présentés à un juge, mais voilà, faute de traducteurs, parce qu'eux ils s'expriment on suppose en français, donc faute de traducteurs ils n'ont pas été alors entendus, donc ils sont repartis en prison, mais prochainement ça a été programmé, ils doivent revenir donc pour qu'on leur signifie un peu les chefs d'accusation avant sans doute l'ouverture d'un procès, et je pense bien que c'est des gens qui risquent gros, hein, Mohamed Mara. Eh bien, 22 milliards de naira. Je n'ose pas imaginer le montant, mais je pense qu'on devrait être aux alentours de 300 ou 400 millions peut-être d'euros, ce dont nous parlons là. Eh bien, on n'est pas loin, mais je vais vérifier. Allez, tout de suite, place au débat. Fim FM, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Fim FM, alinéa. Angle droit, des sujets juridiques détricotés. Angle droit donc qui se penche sur la question extrêmement, je dirais, mal comprise, mal assimilée de la détention dans notre pays. Tout le monde y passe, j'ai envie de dire, excusez-moi donc d'utiliser le nom de cette émission, mais en Guinée, vous pouvez aller en prison, simplement, même pour une histoire de dette. Oui. Tout simplement, pour une affaire de dette ou pour une affaire de mariage, vous pouvez vous retrouver en prison en Guinée. Nous allons voir avec notre invité aujourd'hui à quel moment peut-on aller en prison et est-ce que toutes les détentions sont logées à la même enseigne. Pour en discuter, nous recevons Maître Mamoudou Sané, il est avocat à la Cour, donc spécialiste en la matière du droit pénal, qui est déjà dans ce studio. Maître Sané, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes avocat à la Cour, j'imagine que l'une de vos principales activités, en tout cas au quotidien, c'est d'aller voir des personnes, parfois en conflit avec la loi, parfois pas, mais généralement, j'imagine, que ce soit dans des postes de gendarmerie, dans les commissariats et même à la maison centrale. Exactement. Alors, maître, pour faire simple, j'imagine que quand on parle de prison ou de détention, nous sommes en matière
pénal exclusivement. Est-ce que je me trompe? Carrément. C'est ça. Alors, comment comprenez-vous que les gens soient convoqués, parfois pour des histoires de délit de presse, ou pour des affaires civiles complètement, des affaires de dette, De généralement de mariage, recouvrement divorce. de dette, avec cette fameuse question des 10%. J'ai envie de revenir là-dessus dans les postes de gendarmerie et de police. Comment l'expliquez-vous? Non, vous pouvez loger tout cela dans l'arbitraire. Hein. C'est carrément arbitraire. On ne peut pas aller en prison et on ne peut pas être retenu dans un violon parce qu'on doit à quelqu'un. Et pour une question de mariage aussi, on ne peut pas se retrouver en prison. Et les 10%, comme vous venez de le dire, ça a été institué par les officiers de police judiciaire et ça, c'est dans toute la République. C'est du racket? Ah bien, c'est clair. C'est légal ou Non, c'est illégal. C'est illégal, carrément. C'est illégal parce que d'abord, il devrait avoir un budget de fonctionnement. Les OPJ sont payés pour ça. C'est pour faire la procédure. Donc, ils n'ont aucun droit de demander 10% à un citoyen parce qu'ils ont fait un recouvrement. Ce n'est pas normal. Mais au quotidien, on y assiste, des OPJ, en fait, des citoyens lambda sont convoqués. Et dès que vous arrivez, vous vous rappelez déjà, en début de semaine, dans l'émission Tout le monde y passe, on parlait de ce cas-là du côté de Massanta, de ce frère de Mamadi Onevogui, qui est convoqué. Parce qu'il ne se serait pas acquitté d'une affaire, je ne sais pas comment il l'appelle, de cotisation communautaire. Le monsieur arrive, les gendarmes d'abord lui demandent de payer 100 000 francs. Il n'a pas 100 000 francs, on discute, on tombe sur 25 000 francs. En tout cas, sur 50 000 francs, le frère dit, on paye 30 000 francs maintenant et les 20 000 francs, non, on paye 20 000 francs maintenant, s'il vous plaît, attendez lundi, on va payer les 30 000 francs. Et pour cela, tout a dérapé. Aujourd'hui, le monsieur est en train de purger une peine de 6 mois. Donc, lorsque vous êtes convoqué pour une affaire de dette, vous nous rassurez. Quelle doit être l'attitude du citoyen qui est convoqué dans un poste de police ou de gendarmerie? Est-ce qu'il doit accepter d'y aller à partir du moment où c'est une affaire de dette? Par exemple. Toute personne convoquée par un officier de police judiciaire doit répondre. D'accord. Maintenant, c'est au niveau de l'unité que celui qui est convoqué doit faire savoir à l'OPJ que ça ne relève pas de sa compétence. Et voilà pourquoi votre émission est importante, Alinéa. D'abord, je vous remercie de l'avoir créée parce qu'elle permet justement aux citoyens de comprendre l'esprit de la loi. Parce que la loi, elle est faite pour tout le monde. Elle doit être comprise donc de tous. Alors, quel est votre conseil? On va être pratique, on est très pratique dans cette émission. Le citoyen arrive, il est intimidé par toute cette garde en bleu foncé ou en noir ou en vert. Ou en vert olive. Et puis, voilà, ou en vert olive. Et il voit tous ces gens-là déambuler, parfois avec des armes. D'accord, le ton est haut. Et on lui dit, asseyez-vous. Est-ce que vous reconnaissez que vous devez 2 millions à M. Sané? Quelle doit être son attitude, lui, en pareil cas? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Mais il doit être serein. D'accord. Il ne doit pas avoir peur. Parce que justement, le fait de détenir les armes, c'est fait pour intimider. Donc, le citoyen ne doit pas avoir peur. Il doit connaître ses droits. Il doit savoir que pour ça, il ne doit pas être convoqué par un OPJ. Ça relève. Il doit leur dire simplement, monsieur, sauf votre respect, je ne pense pas que je sois là où on devrait me convoquer. Exactement. C'est ce qu'il doit lui dire. Et si on ne le laisse pas partir? Avant d'aller, Voilà. il doit consulter son avocat. Il doit appeler son avocat. Tous les Guinéens n'ont pas un avocat. Oui. C'est ça l'autre problème. Est-ce qu'on peut venir, lorsqu'on est convoqué simplement dans un poste de police ou de gendarmerie, est-ce qu'on peut venir avec un témoin? Un membre de la famille, un ami qui s'y connaît un peu. Est-ce que c'est autorisé? Oui. Oui, on peut Donc, venir. ce que vous conseillez, c'est que tout citoyen convoqué à la police ou la gendarmerie se fasse accompagner. Exactement. Que ce soit un professionnel ou un non professionnel. D'accord. Simplement qu'il soit témoin. Un témoin. D'accord. Ce n'est pas interdit, c'est normal. D'accord. Au cas, oui, mais j'ai envie de savoir. Au cas où alors il y aurait un problème de dette, et pour celui qui quand même à qui on doit de l'argent, parce que lui aussi c'est son argent à lui, et au lieu d'amener le problème au commissariat ou à la gendarmerie, et qu'est-ce qu'il doit faire? À quel niveau il doit aller pour se plaindre parce qu'on lui doit de l'argent? Parce qu'après tout c'est son argent. Il doit saisir un huissier
Voilà. C'est ce huissier-là qui est chargé de recouvrement. On ne fait pas le recouvrement au niveau de la gendarmerie, ni au niveau de la police. Oui. Donc le citoyen aussi doit le savoir. Celui à qui on doit savoir que ce n'est pas la gendarmerie. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je sais comment les gens sont énaillés un peu au quotidien. Oui. Donc, ce que vous nous recommandez, chaque fois qu'un citoyen est convoqué pour une histoire de dette, et à la police ou la gendarmerie, il doit d'abord savoir que ce n'est pas là-bas qu'il doit être convoqué. Non. Donc, ce que vous recommandez également, secondo, c'est que si quelqu'un nous doit, on ne doit pas aller porter plainte dans ces endroits-là. Nous devons saisir un huissier de justice. Alors, les gens ont peur souvent des coûts que ça peut générer. Oui. Voilà. Mais, alors, comment ça se passe quand on va voir un huissier pour aller au recouvrement d'une créance? Mais l'huissier, lui, il demande 12%. D'accord. À la gendarmerie, on demande 10%. D'accord. Donc, les gendarmes, les policiers se comportent comme des huissiers. Des huissiers de justice. Or, ce n'est pas leur rôle. Non. Naturellement. D'accord. Donc, partout où vous allez, vous risquez de payer. Et s'il n'y a pas de recouvrement, c'est à partir de là, justement, qu'on peut aller à un procès? Ou comment on fait? Non. Le recouvrement, l'huissier commence par envoyer une sommation interpellative de payer. D'accord. Et donc, si ce n'est pas payé, il va assigner. Directement. Il va assigner. D'accord. S'il y a une contestation, bien sûr. Donc, cher... Parce que parfois, l'intéressé peut reconnaître et dire que voilà, j'ai besoin d'un moratoire, d'un échelonnement de si paiement c'est le cas, et tout ça. il n'y a pas de problème. D'accord. Avec l'huissier, il va s'entendre. Oui. Et il va payer. Oui, il va payer. D'accord. Donc, et j'imagine que les 12% seront à la charge toujours du débiteur. Oui, oui. Donc, vous, le créancier, vous n'avez rien à payer pour cela. Non, non, non. Voilà. C'est à la charge, justement, du débiteur, oui. Du débiteur. Effectivement, Du débiteur. pas Voilà, pas du créancier. Non, 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 non. Donc, évitez d'envoyer les gens dans les postes et police, tout simplement parce qu'ils vous doivent de l'argent. Lorsque quelqu'un vous doit de l'argent, saisissez un huissier de justice et sachez que les frais que cela peut générer seront payés par votre débiteur. Alpha, Oui, c'est clair là? oui, c'est clair. Parce que les diallos, Dieu seul sait, Mamoudou Sané, Tu t'en en sait prends quelque tellement chose. au dialogue, je me demande bien Excusez-moi, pour quelle mais raison. je ne peux pas faire autrement. Alors, on va dans le vif de notre sujet. Il fallait vraiment lever l'équivoque. Oui. À partir de quand une personne est gardée à vue? Parce que c'est une détention, ou bien c'est pas une détention. Oui, c'est une détention. C'est une détention. La À partir- détention commence par là. Donc la liberté de la personne, la liberté de mouvement est restreinte. Exactement. Alors, à partir de quand une personne est gardée à vue? On commence par là. OK. Et le sujet, je rappelle le sujet, la détention d'un individu en conflit avec la loi en République de Guinée. Dans ce thème, vous avez une trilogie de mots. D'accord. Vous avez le mot détention, vous avez le mot individu au milieu, et vous avez la loi. D'accord. Donc, l'individu, il peut être un Guinéen, un citoyen guinéen, ou bien un étranger vivant en République de Guinée. Donc, il faut voir l'individu comme ça. Et puis, vous avez la loi. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Elle est votée à l'Assemblée nationale par les députés. Et puis, elle est applicable sur tout le monde. Et puis, le troisième mot que nous avons dans ce sujet, c'est la détention. La détention, c'est une privation, une restriction de liberté décidée par un officier de police judiciaire ou bien par un magistrat contre une personne qui est en conflit avec la loi. Ça veut dire une personne qui n'a pas respecté la loi. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la loi, vous pouvez vous retrouver détenu. D'accord. Donc, elle commence au niveau De la violation de la loi. Oui, Il faut que la personne Viole. qui doit être détenue viole une loi. une loi. Voilà. Et vous l'avez précisé tantôt, une loi pénale. Pénale, exactement. Une loi pénale. Pénale. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Donc- le lien établi entre ces trois éléments, dans cette triptyque que vous posez, nous allons y revenir tout à l'heure, mais on va marquer une première pause simplement pour donner pour un nouveau rendez-vous sur l'actualité. À tout de suite. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur les antennes de FIM FM Guinée. Nous émettons en modulation de fréquence à partir de Nongos et à Conakry, donc sur la 95.3, où vous nous suivez tout simplement via nos deux
applications mobiles iOS et Android ou encore sur le www.filmguinée.com. Donc, les messages à présent de nos auditeurs qui nous écrivent via Facebook. Alors, ce premier message, Ismo Kruma qui dit donc trop de bavures dans les interpellations policières et de gendarmerie en Guinée. Belle émission, termine-t-il. Alors, un autre, il s'appelle Idrissa Diallo, alors qui nous dit bonjour, que dit la loi à l'égard des forces de l'ordre qui souscrivent 5% et 10% des sommes du créancier. Je pense que Maître Mamadou Sané nous a donné suffisamment d'explications là-dessus. Un troisième auditeur, Ibro Djani, il dit bonjour Monsieur Mara, j'ai une question. En Allemagne, on peut commander, est-ce que je lis mal, on peut commander quelqu'un faute de place en prison, il attend à la maison le temps donc d'avoir une place pour aller purger sa peine. Qu'en est-il pour la Guinée? Merci pour la réponse. D'accord, hein, c'est quand même assez étonnant. Parfois, lorsqu'il y a il y a pas de place, voilà. Non, il faut lui dire qu'ici, on a de la place. Même s'il n'y en a pas. Peu importe la surpopulation carcérale. Oui, comme ça se passe actuellement au niveau de la maison centrale. Il y a une surpopulation carcérale terrible. Vous savez, ils sont combien à peu près aujourd'hui? De l'ordre de combien? Non, je n'ai pas fait les statistiques, hein, mais c'est excessif. Mais il faut rappeler que cette prison a été construite pour n'accueillir que 300 détenus. Ouais. 300 détenus. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines. Ouais. Alors là, il revient, le même auditeur, il dit la deuxième question. Pourquoi on règle des litiges à la gendarmerie sans associer la justice? Alors, Maître vous l'a dit, la résumé en un seul mot, c'est de l'arbitraire. Vous n'avez pas... mais parfois, les citoyens aussi sont complices, hein. D'accord. Voilà, parce qu'il ne faut pas trop aussi taper sur les OPJ. Parfois, c'est les citoyens même qui vont vers les policiers, les gendarmes, sachant bien que ça ne relève pas de leurs compétences, pour leur dire il faut intimider pour que je récupère mon argent. D'accord. Donc, il y a ça aussi. D'accord. Alors, un autre, il s'appelle Sekou Sissé, il dit question, pour le recouvrement d'une dette, c'est le travail des huissiers. Quand il dit sommation, assignation, etc., vous venez d'évoquer, un avocat n'a pas donc ce rôle à jouer? Si oui, quel est alors le rôle de l'avocat? Est-ce qu'on peut éviter d'aller saisir un huissier, aller et demander directement à son avocat, par exemple, de procéder au recouvrement d'une créance? Non, l'avocat ne recouvre pas. L'avocat va saisir l'huissier. Lui aussi? Oui. D'accord. C'est le rôle donc exclusif de l'huissier. Vous êtes formel là-dessus. Tout à fait. Alors, un dernier, avant de revenir à la deuxième partie donc, de notre débat. Lui, il s'appelle Issa Diallo. Il dit bonjour mon frère Ouri, je vous admire. Alors là, je pense que c'est ton message d'hier donc qui tombe ici. Alors, on revient dans Alinéa, seconde partie. Fine FM, entre le fort et le faible. C'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Fime FM. Alinéa. Angle droit, deuxième partie, le débat continue. Le débat continue. Nous parlons de la question de la détention donc en République de Guinée aujourd'hui. Et alors tout à l'heure, nous parlions de garde à vue. Oui, c'est vrai. Maître, j'ai envie de savoir à quel moment, par exemple, les OPJ peuvent vraiment décider de mettre un individu supposé être en conflit avec la loi en garde à vue. La garde à vue, elle est décidée par l'OPJ lui-même, ou sur instruction du procureur de la République. Lorsque l'OPJ sent que, en mettant la personne en liberté, en confiant la personne à son avocat ou à son parent, que l'intéressé risque de se soustraire à la procédure, ou bien, influencer les témoins qui pourraient intervenir dans la procédure,
l'OPJ peut décider de garder la personne à vue. La chaîne pénale commence au niveau des officiers de police judiciaire. D'accord. À ce niveau, la garde à vue, elle peut être décidée par l'OPJ ou bien par le procureur. Mais cette garde à vue-là, elle est réglementée. D'accord. Parce qu'elle est de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Elle peut être renouvelée aussi 24 heures de plus. Donc 3 jours au total. À passer 3 jours, un individu ne doit plus être gardé à vue. Parce que passer les 3 jours, ça devient une détention arbitraire. Et pourtant, c'est fréquent de voir des gens dans les commissariats, ils ont passé 1 semaine, voire 2 semaines. Parfois, c'est par la complicité aussi des citoyens qui ne veulent pas que le dossier soit déféré au niveau du tribunal. Et ça arrive souvent aussi quand l'OPJ n'a pas informé le procureur. Parce que normalement, la loi dit que dès qu'il y a une infraction, l'OPJ a connaissance d'une infraction, il informe directement le procureur. Mais s'il ne l'a pas fait, alors il peut faire le deal avec la famille pour ne pas que ça soit déféré au niveau du tribunal. Ce qui est illégal, je pense. Ce qui est carrément illégal, oui. L'OPJ ne doit pas le faire. Alors, si je vous lis, l'OPJ a l'obligation de saisir le procureur au plus tard dans 48 heures. Immédiatement non, d'ailleurs. Pas 48 heures, c'est trop. Immédiatement, dès qu'il a connaissance, il peut utiliser toutes les voies, tous les procédés. Pour en informer le procureur. Pour informer le procureur immédiatement. D'accord. D'accord. Et ce renouvellement de la garde à vue, donc qui peut intervenir 48 heures après, qui l'ordonne? Qui l'autorise? C'est le procureur qui l'ordonne. Et il écrit. D'accord. Il doit d'abord écrire. Et il doit motiver la prolongation de la garde à vue. Le procureur. D'accord. Seul le procureur. Seulement lui. Donc, aucun OPJ n'a le droit de garder un individu dans un poste de police ou de gendarmerie pendant plus de 48 heures. Non. D'accord. Non. D'accord. Et si je vous ai bien lu... Sans informer le procureur. S'il a besoin de continuer les enquêtes, oui, il peut demander au procureur de rajouter 1 jour. D'accord. Alors, si je vous ai bien lu, même la garde à vue devrait être une exception. C'est-à-dire que si les conditions que vous avez citées, par exemple le risque de fuite ou d'intimidation des témoins ou de violence, par exemple, si ces risques-là ne sont pas réunis, on ne peut pas garder à vue une personne. Non, parce que l'article préliminaire du Code de procédure, parce que tout ce que nous sommes en train de dire là est prévu par le Code de procédure pénale. D'accord. Donc, le Code de procédure pénale, l'article préliminaire dit que la détention, c'est l'exception. D'accord. La liberté, c'est le principe. D'accord. Donc, une détention est une exception. D'accord. Oui, mais oui, j'ai une question. J'ai souvent constaté que des gens peuvent aller dans un poste de commissariat, de gendarmerie. Voilà, il y a un interrogatoire qui se fait. Et puis, il se trouve que l'officier de police judiciaire pense que ce n'est pas la peine de le poursuivre. Mais malgré tout, on te dit, voilà, il y a un montant à payer avant de quitter le commissariat. Est-ce que ça aussi, ça s'inscrit dans le cadre de la légalité? Illégal. C'est carrément illégal. Le rôle de l'OPJ, c'est d'entendre les gens sur procès verbal, réunir les preuves et déférer au tribunal. C'est le tribunal qui apprécie le procureur. D'accord. Donc, au niveau de la police judiciaire, par exemple, ou des postes de gendarmerie, même si l'OPJ se rendait compte que les accusations n'étaient pas fondées, il ne peut pas relaxer le prévenu. Non. D'accord. Le pouvoir d'appréciation n'appartient pas à l'OPJ. Il doit nécessairement saisir le procureur. Exactement. Et c'est sur la base de son rapport que le procureur peut apprécie et peut décider de renvoyer libre quelqu'un. Exactement. Au niveau maintenant on quitte l'étape policière. D'accord. On vient devant le procureur. C'est-à-dire que l'OPJ a fait son procès verbal. Il a déféré le dossier au niveau du tribunal. Arrivé au niveau du procureur, le procureur peut prendre 4 décisions. Premièrement, il peut libérer. Donc, il classe sans suite. D'accord. Classement sans suite. Lorsque les faits ne sont pas établis, voilà, il peut prendre cette première décision. La deuxième décision qu'il pourrait prendre, c'est la citation directe. Il peut décider qu'il va citer les gens devant le tribunal lorsque les faits ne sont pas tellement graves, ne troublent pas tellement l'ordre public.
Et lorsque, généralement, c'est des grandes personnalités, il utilise cette procédure de citation directe. La deuxième décision. La troisième décision qu'il pourrait prendre, c'est qu'il peut prendre le cas en citation directe. Il cite directement l'intéressé devant le juge de fond et les débats ont lieu tout de suite ou alors à la plus proche audience. D'accord. Et là, entre... J'ai envie de comprendre. Vous avez dit le premier cas, il décide tout simplement de relaxer la personne. Oui, classé sans suite. Et classé sans suite. Ça Oui, veut mais dire il que précise- les faits ne sont pas établis. Non, mais il précise dans son classement sans suite qu'en cas d'éléments nouveaux, l'intéressé sera repris pour être jugé. Oui, ça. Ça, c'est très important. Oui. Donc, ce n'est pas parce que la plainte a été classée une première fois que ce dossier ne peut pas être Non, réouvert. il peut revenir. Et est-ce qu'il y a un délai pour cela? Est-ce qu'il y a un délai de prescription concernant cela? Parce que si le dossier peut être réouvert, il y a un temps pour cela? Ou Oui. peu importe la période, même si c'est 30 ans après, dès qu'il y a un fait nouveau, le dossier peut être réouvert. Non, le délai de prescription, il est de 3 ans D'accord. en D'accord. matière correctionnelle. D'accord. Donc, premier cas, classement sans suite. Vous avez dit deuxième cas, la citation directe. Direct. D'accord. Là aussi, les gens ne sont pas inquiétés pour leur liberté. Ils ne sont pas Liberté. détenus. D'accord. Ils Maintenant, sont la jugés directement. Oui. D'accord. Troisième cas. Le flagrant délit. D'accord. Donc, soit l'intéressé est jugé immédiatement D'accord. ou alors à la plus proche audience. Donc, entre la date de la plus proche audience et le procureur peut décider de mettre l'intéressé en prison. Donc, il décerne un mandat de dépôt. D'accord. Donc, à ce niveau, la détention commence pour l'intéressé. D'accord. Le premier cas de détention... Et avant qu'on en vienne donc au mandat de dépôt, donc ça c'est le troisième cas, c'est une procédure de flagrance. Et le quatrième cas maintenant, c'est... j'imagine l'ouverture d'une Il information. ouvre une information. D'accord. Donc, on quitte l'étape du procureur. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, on est sur la chaîne pénale, comme vous le dites. D'accord. Donc, cette fois-ci, le procureur décide que le dossier doit être approfondi, les enquêtes doivent être approfondies. Alors, il oriente le dossier au niveau d'un juge d'instruction, au cabinet d'instruction. Donc, au niveau du cabinet d'instruction, alors là, l'individu aussi doit craindre. Parce que le juge d'instruction peut décider de lui accorder une liberté sous caution. Cette fois-ci. Cette fois-ci, il peut prendre cette décision. Ok. Liberté sous caution. Ça veut dire que votre libération est subordonnée au paiement d'un montant. Si vous n'avez pas ce montant-là, On vous met son mandat de dépôt. vous irez en prison. D'accord. Donc, le juge d'instruction, c'est le premier cas de détention. Le deuxième cas de détention, il peut vous accorder un contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, là, vous venez vous présentez devant le juge chaque fois qu'il le désire. Il peut prendre votre passeport, il peut vous empêcher d'aller dans certains endroits, de voyager, tout ça là. Donc, ça, c'est le contrôle judiciaire. D'accord. Tout ça, ce sont des détentions, ce sont des restrictions de liberté. Tout comme il peut décider que vous serez détenu provisoirement, détention provisoire. En matière Et là, il décerne un mandat aussi, vous allez en prison. De dépôt, oui. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une maison d'arrêt sans ce mandat de dépôt-là, quoi. C'est ce qu'on donne au régisseur pour accepter quelqu'un, quoi. D'accord. Donc, la détention provisoire. Et là, nous sommes maintenant avec le mandat de dépôt, directement maintenant dans la procédure de détention provisoire. Donc, une fois qu'on est à la maison d'arrêt, on parle maintenant de détention provisoire. D'accord. Je voulais revenir un peu sur... Voilà, vous avez parlé de la mise en liberté sous caution. Alors, est-ce qu'il y a un montant spécifique, un montant qui est fixé, ou alors ça dépend un peu de l'humeur, entre guillemets, du juge d'instruction? Non, ça dépend ou bien de la gravité peut-être de la gravité des montants en jeu. Si par exemple c'est un cas d'escroquerie, où il y a des montants énormes qui sont en jeu, il peut apprécier, c'est lui qui apprécie. Si vous devez 100 millions à celui qui a porté plainte contre vous, il peut décider que la caution va être 30 millions. Il ne va pas la fixer quand même à 500 000 dans ce cas-là. Ouais, non. Mais cette caution, une fois que
Et elle vous reviendra après quand toute la procédure aura été, c'est pas moi, Vidée. vidée, entre guillemets. Oui, si vous bénéficiez d'un non-lieu. Si vous bénéficiez d'un non-lieu. Parce qu'il prend cet argent, c'est pour préserver les intérêts aussi du De la plaignant. partie civile, D'accord. Ouais. Voilà. Donc si l'individu est condamné, alors le créancier ou la personne qui a porté plainte, cet argent va lui être remis. Voilà. Ok. Ouais. Donc la mise en liberté sous caution, ça ne concerne que les Et- affaires peut-être portant sur des dettes et autres. On ne peut pas en parler quand Pas il de s'agit dette, de- il dit escroquerie, il Escroquerie, parlait voilà. d'escroquerie. Donc ça ne peut pas être dans un cas de, par exemple, de voie de fait, de violence ou de blessure volontaire. Bon, vous savez, dans ces cas aussi, il faut soigner aussi par exemple, Les victimes. quand il y a blessure, il faut penser au préjudice. Il y a un préjudice derrière. Ce n'est pas seulement le fait de soigner la personne. Si vous avez amputé son bras, voilà, ça doit être payé aussi. Donc là aussi, il peut mettre la caution. Alors, dans le cas, comment vous l'appeliez, de liberté sous caution, est-ce qu'il y a des restrictions spécifiques qui peuvent être apportées? Vous êtes libre sous caution, mais est-ce qu'il y a des conditions que le juge peut fixer? Oui. Conditions dont la violation pourrait entraîner automatiquement votre La incarcération. La révocation. Généralement, quelles sont les conditions qu'on fixe à une telle personne? Mais vous ne voyagez pas. D'accord. Pendant toute la procédure, vous ne devez pas vous absenter parce qu'à chaque fois qu'on aura besoin de vous, il faudrait que vous soyez là. Et généralement, les gens prennent des avocats et quand ils constituent avocats, ils font élection de domicile en l'étude de l'avocat. Donc là, à chaque fois que le tribunal, le juge a besoin, voilà, il faut qu'il y ait ce contact-là quotidien, ce contact permanent entre vous et le juge. Donc il peut... Mais là, il y a un problème parce que je me rappelle d'une procédure assez récente dans lequel cas le prévenu avait élu domicile chez son avocat. Mais chaque fois que les plaignants délivraient, comment ça s'appelle, servaient là un acte, les avocats disaient qu'ils ne pouvaient pas prendre parce qu'ils ne savent pas où est leur client. C'est pas normal. Oui, j'ai vu pareil cas, et plusieurs fois d'ailleurs. Quand un citoyen constitue un avocat, automatiquement il fait élection de domicile en l'étude de cet Donc à avocat-là. défaut de trouver le prévenu, on peut directement servir chez son avocat. Mais oui, D'accord. oui. Ça c'est obligatoire, c'est comme ça. L'avocat doit prendre. Et par exemple, moi, je demande toujours à mon client de me faire venir un de ses parents aussi, parce Ok. qu'en cas de fuite Vous ou ne savez de situation compliquée, il D'accord. faudrait que je trouve quelqu'un D'accord. avec qui échanger pour avoir des nouvelles. D'accord. Alors, on revient maintenant au cas de la détention provisoire. Oui. Alors, c'est quoi la détention provisoire? Quelle est sa durée? Et quelles sont les conditions justement à réunir pour placer une personne en détention provisoire? Lorsque les faits sont graves, généralement, c'est quand le procureur décide d'orienter en information, c'est quand il y a crime, par exemple, parce que là, c'est obligatoire. Quand il y a crime, il faut forcément que le cas soit informé. D'accord. Et quand il y a beaucoup d'éléments de flou aussi, il peut orienter. Donc, le juge d'instruction qui reçoit un tel dossier, la loi l'impartit 4 mois. Donc, la détention provisoire, c'est un délai imparti à un magistrat instructeur pour qu'il essaye de faire ses recherches, ses enquêtes. Donc, le délai en matière correctionnelle est de 4 mois. Donc, renouvelable une fois. D'accord. Donc, 8 mois. Et en matière criminelle, ce délai-là de détention provisoire est de 6 mois. Renouvelable une fois. Donc, 1 an ou 12 mois. D'accord. D'accord. Au cas où maintenant, Alors. par exemple, si un juge d'instruction, par exemple, il a ouvert l'information, et il y a, par exemple, dans un dossier de délit, par exemple, là, vous passez 4 mois, et puis vous passez 4 autres mois encore.
ça fait déjà 8 mois. Et s'il n'y a pas de procès, est-ce qu'on peut libérer? On libère le prévenu ou alors et on fait comment? Non, si la détention provisoire n'a pas été renouvelée, alors l'avocat peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction. C'est une violation de... Ça, c'est à la cour d'appel? À la cour d'appel, oui. D'accord. L'avocat peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction pour dénoncer cet arbitraire, cette violation, et demander la libération immédiate de son client. Il faut que ça soit renouvelé. D'accord. Et renouvellement. Et cette chambre de contrôle de l'instruction, elle a la latitude de demander carrément libérez-le, mettez-le en liberté. Ben oui, oui. En attendant un procès. Oui. Avec effet immédiat peut-être. Mais oui. D'accord. D'accord. Alors, une personne, un détenu donc placé en détention provisoire, qui est malade, où il y a, si vous voulez, des cas sociaux parfois extrêmement graves, la perte par exemple d'un conjoint ou d'un parent, est-ce que cette personne peut demander à être remise en liberté un temps, je ne sais pas. Une personne placée... ou, comme vous l'avez dit, à la fin de la détention provisoire dont le mandat n'est pas renouvelé, on la libère. Alors, à partir de quand, ce qu'on appelle la liberté conditionnelle, c'est ça? Elle est octroyée. La liberté conditionnelle suppose qu'il y a déjà eu jugement définitif. Alors que là, dans nos débats, nous sommes au niveau du juge d'instruction. D'accord. Donc, ces cas de détention que nous avons évoqués au niveau du cabinet d'instruction, là, on passe, après, quand le juge d'instruction finit de faire ses recherches, il prend une ordonnance de renvoi. Donc, il se dessaisit du dossier. D'accord. Et donc, le dossier est confié à un juge de fond. Donc, c'est lui qui prend maintenant les condamnations. Donc, les peines privatives de liberté ferme. En matière criminelle, l'individu peut écoper la perpétuité. Ou bien, comment ça s'appelle, on peut condamner l'individu à 10 ou 20 ans. Donc, à temps ou bien à perpétuité. Donc, en matière correctionnelle, on peut condamner l'intéressé à 1 an, 2 ans. Ça dépend des infractions commises. Donc, je précise qu'en matière de contravention, il n'y a pas de détention. Il n'y a pas de détention. Lorsque vous violez un feu rouge, lorsque vous faites un arrêt gênant, l'officier de police judiciaire, le policier, il vous verbalise. Mais vous ne devez pas être détenu pour ça. Vous savez, les contraventions aussi, ce sont des infractions. Mais ce sont des petites infractions. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, nous allons marquer une pause de quelques minutes, le temps pour la réclame et un nouveau rendez-vous de l'info. Et juste, nous revenons. On a beaucoup parlé, notamment ces derniers jours, de semi-liberté et bien d'autres notions. Nous allons en parler et donc éclaircir ces notions pour vous avec notre spécialiste du jour, Maître Mamoudou Sané, qui est avocat à la Cour. A tout de suite, donc pour un rendez-vous de l'information. Prendre en marche, vous êtes sur les antennes de FIM FM Guinée dans votre magazine hebdomadaire Alinea donc, qui se penche aujourd'hui sur l'épineuse question de la détention. Nous sommes en train de revoir avec notre invité du jour, notre spécialiste du jour, pratiquement toute la chaîne pénale en ce qui concerne les incarcérations en République de Guinée. Alors, Maître, je vais marquer une petite pause simplement pour lire ce commentaire. Je pense qu'il a attiré votre attention. Et avant donc de passer, de donner la parole aux auditeurs dans cas pratique tout à l'heure, nous aurons également Maître Mohamed Traoré, qui est un de nos consultants dans cette émission, dont nous allons recueillir l'avis donc avant vos coups. Avant vos appels téléphoniques. Alors lui, il s'appelle Moubarak Diané. Il dit, alors ce n'est pas ce commentaire. Il y en a un qui disait qu'il n'était pas d'accord. Voilà, il s'appelle, je crois, Issa Diallo.
Il dit ceci: je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est le citoyen qui est complice. Beaucoup de citoyens ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire dans ces situations. C'est aux OPJ d'orienter le citoyen vers qui de droit et refuser d'être embarqué dans celui-ci, avec celui-ci dans la violation des lois. Maître, quelle est votre réaction? Oui, il a en partie raison et pas. Oui, j'ai dit le plus souvent, ce sont les citoyens qui jouent à la complicité. J'ai dit le plus souvent. Maintenant, lorsque c'est le cas de quelqu'un qui ne connaît pas, normalement, il doit être orienté par l'OPJ, parce que c'est aussi ça le rôle de l'officier de police judiciaire. Quand un citoyen méconnaissant ses droits se présente devant lui, eh bien, il doit orienter. Ah, messieurs, il s'agit d'un cas de dette, c'est civil, la gendarmerie ou bien la police n'est pas compétente. Je suis d'accord avec lui, l'OPJ peut orienter aussi. D'accord. Voilà. Oui, Alpha. Oui, donc maintenant, en cas de condamnation définitive, on parle souvent de juge d'application des peines. Qui est ce juge-là? Et est-ce qu'il existe réellement en Guinée? Voilà, le juge de l'application des peines, eh bien, on l'appelle JAP, juge de l'application des peines. D'accord, les initiales quoi, de l'expression. Voilà, les initiales. Donc, il est prévu par l'article 1023 du Code de procédure pénale. Ce juge-là, il doit être désigné par le président de la République, par décret du président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il se trouve qu'à date, sur toute la République, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Ce décret n'a pas encore été pris. D'accord. Or, quand il y a condamnation définitive, et le cas des prisonniers, les condamnés sont gérés carrément par ce juge de l'application des peines. Là, on ne parle plus de détention provisoire après une condamnation définitive. D'accord. Et à partir de ce moment où il y a une condamnation définitive, alors, comment, par exemple, les peines, est-ce qu'il y a des aménagements des peines qui sont prévus? Exactement. Oui. Et ces aménagements-là sont gérés par ce juge de l'application des peines. D'accord. Quels sont les types d'aménagements qu'on peut rencontrer de ces peines? Voilà. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la liberté conditionnelle. D'accord. Donc, une personne qui est condamnée à 10 ans, qui a accompli la moitié de la peine, 2 tiers, il peut demander au juge de l'application des peines de le libérer si cette personne-là a eu une conduite vraiment très correcte, exemplaire pendant sa détention. Voilà, parce qu'il y a un rapport qui va être dressé par l'administration pénitentiaire. D'accord. Donc ça, ce sont des assouplissements que le condamné pourrait bénéficier. Donc, le fractionnement de peine aussi. D'accord. Le fractionnement de peine. Alors, j'en entends parler. Qu'est-ce que c'est le fractionnement de peine? C'est-à-dire que le juge de l'application de peine peut décider que quelqu'un qui est condamné à 5 ans, qui lui demande pour des raisons médicales, des raisons familiales, des raisons sociales ou professionnelles, si cette personne condamnée la demande au juge de lui permettre de faire quelque temps hors de la prison, eh bien le juge de l'application des peines peut prendre cette décision-là. C'est ce qu'on appelle le fractionnement de peine. Donc ce sont des assouplissements qui existent au niveau de la prison. Alors qu'en est-il de la semi-liberté? Et qui octroie la semi-liberté? Est-ce que nous avons Maître Traoré au bout de fil, Khalifa Traoré? Est-ce qu'il est là? Oui. Allô, Maître Mohamed Traoré, bonjour. Bonjour, Monsieur Mara. Alors, vous êtes avocat à la Cour, ancien bâtonnier donc de l'Ordre des avocats et consultant de cette émission. Ce matin, nous parlons donc de la question tout simplement des détentions en République de Guinée. J'imagine que vous nous avez suivis depuis la garde à vue, en passant par les autres régimes et jusqu'à donc la condamnation et les aménagements de peine prévus. Est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Merci, Monsieur Mara. Je voudrais faire profiter de cet appel-là pour saluer mon confrère Maître Sané que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je dois dire que nous, avocats, notre intervention dans ce genre d'émission a pour seul but d'aider des journalistes comme vous à
procéder à ce qu'on appelle à la vulgarisation des droits. Parce que comme je l'ai dit, un droit qui est protégé, c'est un droit qui est connu. On ne peut pas protéger un droit qu'on ne connaît pas. Donc c'est un plaisir pour nous de contribuer à cet effort de vulgarisation du droit afin que les citoyens connaissent leurs droits et puissent les protéger mieux. Et la question de la détention se situe en plein cœur dans ce qu'on appelle la question du droit à la liberté. En principe, comme on le dit, la liberté, c'est le principe. Pour qu'un citoyen puisse être privé de liberté, il y a quand même un certain nombre de conditions. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Maître Sané a dit depuis la garde à vue jusqu'à la condamnation. Je voudrais peut-être, pour coller à l'actualité, parler des citoyens qui sont déjà condamnés et qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'ailleurs d'interpeller nos autorités afin que le juge de l'application des peines soit nommé. Comme on le dit, il y a quelque chose malheureux. Bon, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps concernant le cas des détenus politiques, on se rend compte qu'il y a un véritable problème en ce qui concerne l'absence de ce qu'on appelle le juge de l'application des peines. Au temps de M. Abou Kamara, ministre de la Justice, une magistrate avait été nommée juge de l'application des peines. Et elle a même suivi une formation en France. Actuellement, elle est la présidente par intérim du tribunal de Koya. Elle avait commencé à faire un très bon travail, mais on ne sait pas pourquoi elle a été enlevée à cette fonction. Or, c'est une nécessité. Quand vous lisez toutes les dispositions du Code de procédure pénale concernant la semi-liberté, le fractionnement de la peine, la liberté conditionnelle, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de règles, il y a tellement de possibilités qui permettent de désengorger actuellement les lieux de détention. Parce que nous nous plaignons tous de cela en disant que la population carcérale est vraiment... le nombre de détenus est phénoménal. Et il est vrai que la plupart de ces détenus-là sont des détenus, 70% des détenus sont des détenus en attente de jugement. Mais pour ce qui est des condamnés, si on nommait un juge d'application des peines, celui-là aurait pu, par exemple, user des prérogatives légales qui sont les siennes pour faire en sorte que certains soient mis en semi-liberté, que d'autres soient placés, que d'autres bénéficient de la liberté conditionnelle. Quand je prends par exemple le cas de la semi-liberté, pour encore une fois coller à l'actualité, en principe, il ne devrait pas y avoir de débat autour de cela. Quelqu'un qui est condamné de manière définitive, c'est celui-là qui peut bénéficier d'un régime de semi-liberté. D'accord. Et d'ailleurs, au moment de la décision du juge, le juge pénal, il peut, pour un certain nombre de raisons, un certain nombre de motifs, dire que telle personne est condamnée, mais sa condamnation se fera, par exemple, sous le régime de semi-liberté. La liberté conditionnelle aussi, tout cela, sont des procédés, des mesures qui permettent quand même, disons, de donner un peu plus de chance à des personnes condamnées et dont on est convaincu qu'elles peuvent se réadapter du point de vue social assez facilement. Parce que le tout n'est pas d'envoyer les gens en prison. La prison sert aussi à éduquer. La prison sert à amender. Lorsque le juge, par exemple, la juridiction de jugement se rend compte que telle personne qu'elle va être amenée à condamner présente un certain nombre de signes ou d'éléments qui permettent de penser que cette personne-là peut se réadapter, cette juridiction peut lui accorder certaines mesures de faveur sous la forme, par exemple, d'un régime de liberté ou de semi-liberté ou d'un régime de fractionnement de la peine, comme l'a dit Maître Sané. Par exemple, en ce qui concerne le fractionnement de la peine, imaginez que le juge peut dire, par exemple, si une personne est condamnée à 2 ans, on peut dire, par exemple, la personne, elle va exécuter ces 2 années de peine de la manière suivante. Elle fait un certain nombre de jours ou de semaines en prison, elle sort, après elle revient. Tout ça, ce sont des mesures de faveur. Il en est de même de la liberté conditionnelle. Donc, je pense que, encore une fois, nous devons faire en sorte que le juge de l'application des peines soit nommé. S'il existe un tel juge
au niveau de nos juridictions, cela pourrait, je l'ai dit et je vais contribuer à désengorger le milieu carcéral. D'accord. Merci donc à vous, maître Mohamed Traoré. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, avocat à la cour et consultant donc de cette émission. Excellent week-end à vous, maître. Merci et encore une fois, merci à mon confrère Mahmoud Sané. Merci. Il a été mon professeur aussi. Hein. Bien entendu. Mon bâtonnier aussi. Comme de beaucoup d'entre nous. C'est un excellent avocat, c'est pas de la publicité. C'est vrai. Merci donc à maître Traoré. Alors, je vais prendre quelques questions donc, qui sont tombées sur notre plateforme, sur Facebook notamment, avant d'ouvrir donc l'antenne. Alors, il y a cet auditeur qui dit, il s'appelle Moubarak Diaré, il dit bonjour, l'importance de l'émission, vu l'importance de l'émission, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer sans poser de questions. Est-ce qu'on peut convoquer un locataire pour faute de paiement de loyer au-delà de sa juridiction communale, par exemple de Matoto à Dixine, car j'ai été victime de cela en tant que locataire résident à Matoto, convoqué à Dixine par un OPJ. Non, c'est de l'arbitraire carrément. D'accord. C'est une question purement civile qui doit être réglée par le juge. Et est-ce que dans ce cas précis, il peut refuser d'aller à Dixine, vu que déjà, Dixine n'est pas territorialement compétent? Il peut aller avec son avocat pour éviter des problèmes. D'accord, pour éviter des problèmes. Si vous ne venez pas, l'OPJ peut débarquer à tout moment. Et voilà. D'accord. Donc vous conseillez quand même de toujours répondre. Il faut répondre. Mais avec un témoin. Si vous n'avez pas d'avocat, venez avec un témoin. Voilà. Et dire à l'OPJ, écoute, je ne suis pas de ton ressort. D'accord. Si ça ne te dit rien. Parce que les gens peuvent utiliser le relationnel. Hein. C'est pas faux. Oui. C'est pas du tout faux. Oui. Alors, qu'en est-il des condamnés à tort? C'est Ibro Djani qui nous pose la question depuis l'Allemagne, depuis Hambourg. Qu'en est-il des personnes qui ont été condamnées à tort? Est-ce que ces gens-là disposent de quel recours disposent-ils? Peut-être contre la justice ou contre l'État? Vous avez passé des mois et des mois en prison, en détention provisoire et tout. Vous êtes jugé et on découvre que vous n'étiez coupable de rien. Oui, bon, vous pouvez saisir la justice parce qu'il y a un article dans le Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer. Peut-être que c'est une erreur judiciaire. On peut saisir... Et si l'erreur judiciaire est donc admise, qui vous poursuivez? L'État? L'État, oui. Carrément? Oui. D'accord. Et si on est en face d'une dénonciation calomnieuse, par exemple? Il arrive parfois qu'on soit accusé parfois par une meute et tout, des gens qui viennent témoigner contre vous, tout en sachant bien entendu que vous n'êtes pas coupable. Lorsqu'on est face à un tel cas, après avoir passé des années ou en tout cas des mois en détention, ou parfois même avoir fait l'objet d'une condamnation, on se rend compte que ce n'était pas vous. La dénonciation calomnieuse. Après, vous attaquez celui qui a porté plainte contre vous. D'accord. Vous retournez contre lui. D'accord. Parce qu'en justice, vous êtes allé en procès et vous avez été déclaré non coupable. Et est-ce qu'il arrive, si vous êtes poursuivi de manière abusive, ça peut aussi arriver, quelqu'un, peut-être eu égard à votre rang, vous êtes journaliste, quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui dispose de bras longs dans le pays, décide de saisir un procureur juste pour vous emmerder. Il sait que ce n'est pas constitué, mais néanmoins, on vous poursuit. Et puis, il demande des dommages et intérêts. À la fin, on se rend compte que ceux dont on vous reproche n'étaient pas vérifiés. Est-ce que ce journaliste-là, par exemple, dans ce cas précis, peut se retourner contre celui qui l'a trimballé en justice? Mais oui, c'est ça, la dénonciation calomnieuse. D'accord. Vous portez plainte contre quelqu'un, et puis on vous juge. Au bout du fil, on se rend compte que vous n'êtes pas coupable. Alpha, des questions contre... Oui, moi je voulais revenir sur le juge de l'application des peines. Oui, le juge, c'est vrai. C'est un seul juge pour toute la République ou bien c'est pour chaque juridiction? Non, pour chaque juridiction. D'accord. Pour chaque juridiction. C'est un tribunal, hein? C'est un tribunal qu'il faut créer. Voilà, donc le juge de l'application des peines, comme l'a dit Maître Traoré, c'est vraiment nécessaire de le créer parce qu'il règle beaucoup de choses. Donc la semi-liberté dont vous parlez, c'est lui aussi qui
qui prend une décision de Donc, mettre un condamné. Alors, je vais vous Sous ce faire régime. réagir, maître, à une question. Je sais, elle n'était pas prévue, mais on l'a tous dans la tête. C'est cette mesure de semi-liberté accordée à des détenus politiques qui ne faisaient pas encore l'objet d'une condamnation et par mesure accordée par le directeur. L'administration pénitentiaire. Justement, quelle est votre lecture Bon, de cet acte? Vous savez, moi j'ai fouillé le code quand j'ai appris la nouvelle. Mais je n'ai pas retrouvé la passerelle. Je n'ai D'accord. vraiment pas retrouvé. Vous ne la savez pas passerelle. quelle pouvait être la base juridique Non, je n'ai pas retrouvé la base juridique. J'ai regardé le code, j'ai vu les articles 1027, 1028 du code de procédure pénale. Oui, Et là, j'ai retrouvé que c'est le juge de l'application des peines d'accord. qui prend cette mesure de semi-liberté. Et après un débat contradictoire, un débat dans lequel le procureur doit assister, l'avocat du détenu, c'est à l'issue de tout cela que le juge de l'application, et puis après avis, voilà, après avis du directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. D'accord. Voilà, donc c'est après tout ça que le juge de l'application des peines prend cette mesure-là. Donc, même dans ce cas-là, ce n'est que l'avis de ce directeur national, justement, qui aurait pu être requis. Lui-même oui, ne c'est peut son pas prendre avis. cet Non, acte. c'est son avis. C'est juste son avis qui est C'est pris son par avis, le juge c'est son d'application avis, des hein. peines. Selon la loi. Hein. D'accord. Maintenant, il y a la loi, il y a la réalité. Il y a, voilà. D'accord. Il y a Alors, beaucoup de dernière choses. En tout question. cas, je avant- n'ai pas vu la passerelle. Hein. Je n'ai D'accord. pas vu la passerelle. Donc, dernière question avant de passer à nos auditeurs. Comment porter plainte contre un officier de police judiciaire pour détention arbitraire et comment prouver les plaintes aboutissent-elles souvent en Guinée? Cette question est de Sekou Sissi. Et les officiers de police judiciaire disposant d'habilitation sont jugés devant la cour d'appel. Dans le D'accord. code de procédure pénale, leur procès est prévu. Donc, si maintenant l'OPJ n'a pas d'habilitation, alors ce sont les tribunaux de droit commun. Cette précision est importante. Ça veut dire que tout policier croisé dans un commissariat n'est pas forcément un OPJ. Non, non. Tout comme dans l'habilitation- un poste de gendarmerie. Non, 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 non. L'habilitation, elle se délivre. Hein. D'accord. Voilà. Par Il le y a parquet Oui. et Le renouvelé procureur chaque général. année. Chaque année, oui. Chaque année. Oui. Mais comment reconnaître? Parce que ça peut être aussi l'autre pan de la question. Comment reconnaître que tel est OPJ, Et tel ne l'est tel pas. ne l'est pas? Parce que tout le monde porte la même tenue. En fin de compte, admettons par exemple qu'on poursuive un OPJ à la cour d'appel, on se rend compte qu'il n'avait pas l'habilitation. Et il échappe. Non, souvent, nous, les avocats, on le découvre Vous le lors savez. du procès. Lors du procès. D'accord. Voilà. Quand on porte plainte contre un OPJ, on le cite. D'accord. Et puis, il va venir avec son habilitation. Et tout de suite, le tribunal de première instance saisi va se déclarer incompétent. Et là, vous allez directement devant la cour d'appel. Ah oui. D'accord. D'accord. Alpha, une dernière question avant qu'on passe aux auditeurs. D'accord. Dès l'instant, vous pouvez nous appeler au 81 85 donc pour poser vos questions à notre invité. Je pense qu'on peut encore prendre 2 auditeurs pour le compte de ce numéro. Oui, maître, dernière précision. Oui, je voulais dire que dans la détention aussi, il se passe ce qu'on appelle la grâce présidentielle, Absolument. l'amnistie. D'accord. Donc tout ça, ce sont des assouplissements. Hein, À la c'est demande du condamné ou de ses proches? Oui, la grâce. le condamné peut demander, D'accord. comme le président de l'ARBIC aussi peut Peut décider. Enfin, peut volontiers. décider Ouais. volontiers. D'accord. Donc, Alors, un auditeur en ligne et son roi. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Mohamed Mara. Bonjour à Mestane. Alors, vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Je ne l'appelle pas. Je vous appelle de Calonne. Oui, rapidement. Ma question est la suivante. Maintenant, un dossier qui a été jugé par le tribunal de première instance de Calonne. L'accusé est condamné 5 ans en sursis et sommé de payer 5 millions de francs guinéens. La même personne, le lendemain de sa libération de la maison centrale, se permet de faire une violation de domicile, aller s'attaquer à la cliente et prendre le couteau se faire blesser, aller au tribunal de Mafanko. D'accord. Porter plainte. Et par ricochet, c'est la gendarmerie de Coca,
Matopo, qui veut interpeller la personne, on a pris l'assignation, on lui a remis. On dit que la personne n'a pas provoqué. Est-ce que vous comprenez? Je pense essayer de nous revenir parce que vraiment la ligne est extrêmement mauvaise avec vous, s'il vous plaît. Notre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Mara, vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. Vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Vraiment, sorry, je vous appelle à Bonfils. Nous vous écoutons. Je voulais demander à Maître. Alors? Oui, très rapidement, nous vous écoutons. J'ai une question. J'ai dit, c'est un cas qui a passé entre un ami. Oui. Il a acheté, quelqu'un l'a vendu une moto. Ça trouvera que le moto est volé, mais lui, il ne fait pas ça. Lui aussi, il a vendu à un autre. Maintenant, le propriétaire a vu la moto avec celui qui l'a vendu là. Maintenant, ils ont retourné sur mon ami. Il a dit celui qui m'a vendu. Après, on les a convoqués à la DPJ. Arrivé là-bas, on retire la moto avec l'autre là. On dit encore mon ami de payer la moto. Maintenant, comment disons-on cela? C'est à la DPJ qu'on lui a demandé cela? Oui. D'accord. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Nous sommes au terme de l'émission. Maître Sané va rapidement répondre à cette question avant qu'on rende l'antenne. Maître est un acheteur de bonne foi. Oui, et puis, l'objet est saisi entre ses mains. Et puis, vous l'avez dit, c'est quand même pas aux OPJ de juger. Mais on lui intime de payer donc le préjudice. C'est un cas de recel. Pendant qu'on a pris le voleur, mais qui lui a vendu et lui, il est un acheteur de bonne foi. Il peut se passer beaucoup d'arbitraire au niveau des unités de police et de gendarmerie. C'est un cas de recel. Le problème du recel, c'est l'élément moral. Est-ce qu'au moment de la remise de la chose, l'intéressé était au courant? D'accord. Lui, il vient de dire que son ami ne savait n'était pas au courant. Donc, comme vous le dites, c'est une personne de bonne foi qui ne peut pas être poursuivie pour recel. D'accord. Donc, si j'ai bien compris la question de l'autre... Oui, vous l'avez parfaitement bien comprise. On est tenu par le temps. Oui, dernière précision. Donc, il dit que quelqu'un a été condamné avec sursis. Après, il a commis d'autres infractions. D'autres infractions. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être jugé. Cette fois-ci. Il n'a qu'à porter plainte. D'accord. Très bien. Maître Sané, merci de vous être donc prêté à nos questions ce samedi. Merci beaucoup à M. Mohamed. La conclusion, si vous acceptez bien, c'est que dans le code, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. D'accord. Donc, quand vous allez en justice, eh bien, nous, on ne sait pas que vous ne connaissez pas la loi. Pour nous, tous qui viennent, ils connaissent la loi. Donc, pour ne pas être surpris demain, pour ne pas tomber dans la détention demain, j'invite tout le monde à chercher à connaître la loi, à s'informer. Il invite donc tout le monde à connaître, à chercher à comprendre, à connaître la loi. Tout simplement, ce sont les mots de notre invité, Maître Mahmoud Sanoe, qui est avocat à la Cour. Merci à toi, à Alpha Mamadou Diallo. Merci à Karifa Traoré. Merci également à Ibrahim Silla, côté réalisation de cette émission. Donc, à un prochain numéro. En attendant, gardez votre confort d'écoute sur la 95.3.